Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chronique psycho de DailyFX. Je m'appelle Caroline Doumanine et je suis rédactrice du site neurotrading.fr. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'excès d'engagement en trading. Mais avant toute chose, j'aurais souhaité que vous me fassiez votre retour sur le son. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez bien les slides? Voilà, donc avec cette chronique psycho, je fonctionne par thème. Donc chaque mois, un thème. Au mois d'octobre, j'ai parlé du doute et de la confiance, et dans ces chroniques de novembre, je traite globalement de la dynamique d'engagement en trading. Donc la semaine dernière, j'ai ouvert le bal en parlant d'espoir, l'espoir constructif, l'espoir destructeur, et cette semaine, on va parler du sujet central qui est l'engagement, donc les conséquences et les pistes des solutions en trading. Et la semaine prochaine, je vais aller jusqu'au bout du raisonnement en décortiquant le mécanisme d'addiction. Donc pour traiter le problème de l'engagement, il n'y a pas véritablement de réponse standard qui dirait à partir de quand l'engagement devient problématique. En gros, il n'y a pas de palier en dessous duquel on pourrait dire « Ok, je ne suis pas trop engagé » et à un moment précis où on pourrait considérer qu'il faut faire quelque chose. Hier soir, justement, c'est drôle comme voilà, on est réceptif à certaines idées à certains moments donnés. Je regardais un film qui s'appelle Mobius et qui doit son nom au ruban de Mobius. Donc vous savez, c'est ce ruban dont vous collez les bouts après avoir fait faire un demi-tour à une de ses extrémités. Je ne sais pas si vous avez l'image en tête. Et quand vous suivez un côté du ruban sur la même face, vous finissez par vous retrouver de l'autre côté, à l'envers, et pourtant toujours sur la même face. Alors j'ai trouvé cette idée intéressante pour illustrer la question de l'engagement, parce que le principe d'un engagement excessif va complètement se retrouver là-dedans. Pendant un temps, on va dire qu'on est du bon côté de l'engagement, et sans s'en rendre compte, sans savoir exactement quand ça se produit, un jour, vous comprenez que vous êtes passé de l'autre côté. Donc la dynamique de l'engagement, elle est progressive et assez vicieuse dans son mécanique propre. Parce que pas assez engagé, on a l'impression de beaucoup travailler alors qu'on le fait sans grand enthousiasme et sans beaucoup d'efficacité. Et d'un autre côté, trop engagé, on devient obsessionnel avec l'impression qu'on ne travaille pas suffisamment et qu'on devrait en faire plus. Donc celui qui n'est pas engagé, évidemment, va peiner à progresser parce qu'il ne travaille pas beaucoup, parce qu'il n'est pas très sérieux, peu importe. Il traîne un peu en dilettante comme s'il allait au PMU du coin de la rue en rêvant de tomber sur le jackpot de l'euro-million. Et évidemment, il n'est pas résistant face à l'effort ou face à l'obstacle. Donc il espère gagner de l'argent sans réellement se donner des moyens. Il va évidemment abandonner assez rapidement. Et donc je ne vais pas aborder aujourd'hui la question du manque d'engagement, déjà parce que je pense que les personnes qui n'ont pas un engagement clair ne passent pas leur vendredi après-midi à 16h à écouter la chronique psycho, tout simplement. Et puis, comme disent les anciens, les agriculteurs ou les terriens, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais tenter de creuser la dynamique d'un engagement trop fort. Celui qui vous fait passer un temps fou devant vos écrans, alors que par exemple votre femme râle de vous trouver obsédé par les marchés. Cet engagement aussi qui vous empêche à clôturer une position qui est problématique alors que vous savez que c'est foutu. Cet engagement qui va vous pousser aussi à accroître votre risque et qui va sournoisement vous empêcher de prendre de bonnes décisions, en tout cas des décisions rationnelles. Donc de manière fonctionnelle, il peut y avoir plusieurs mécanismes à un engagement fort. Le premier, le plus sain et le moins difficile à réguler, ça sera le plaisir. Je passe beaucoup de temps à opérer parce que j'aime ça, parce que ça me nourrit, pas simplement financièrement, mais psychiquement aussi, et parce que ça répond à mes valeurs.
Ce mécanisme de plaisir, je vais évidemment le détailler dans quelques minutes, peut rarement amener seul à un engagement trop fort et néfaste pour la performance. Quelqu'un qui va trader uniquement pour le plaisir sera naturellement mesuré pour une raison simple, c'est que le mécanisme pernicieux d'un engagement démesuré est systématiquement vecteur d'angoisse et de frustration et que, par effet domino, ça détériore le plaisir brut qui vient amoindrir l'engagement. Du coup, on est dans un cercle vertueux. Mais bon, faut être lucide, les opérateurs qui vont traiter uniquement pour le plaisir sont extrêmement rares, et même si le plaisir est généralement présent, il y a d'autres leviers qui vont venir s'ajouter, notamment l'attente de résultats. Donc je passe beaucoup de temps à opérer parce que je veux avoir de bonnes performances. En trading, le résultat est conditionnel. Je ne le répéterai jamais assez. Voilà, c'est au conditionnel. Voilà. Et du coup, l'attente de gratification immédiate induit systématiquement une vulnérabilité assez forte qui va vous affaiblir et qui va renforcer, par effet domino une fois encore, l'engagement. Le dernier mécanisme global que je vais détailler dans ce webinaire, c'est le plus difficile à contrer et qui est en partie responsable d'ailleurs de l'addiction, c'est le besoin de se prouver sa valeur ici, là, maintenant, tout de suite, par rapport à un manque global d'estime de soi. Donc j'existe et j'ai de la valeur parce que je fais ceci, parce que je fais cela. Donc dans ce webinaire, on va aborder... j'oubliais de vous dire avant de passer à la table des matières que le trading est une activité dangereuse. Et oui, vous risquez de perdre du pognon, peut-être même beaucoup. Sur ce, donc aujourd'hui, on va aborder l'engagement sur les différentes échelles de temps de l'engagement. On parlera des causes que j'ai très brièvement abordées lors de cette introduction. On verra les conséquences et les solutions envisageables. Donc, échelle de temps de l'engagement. On peut faire la distinction en fait entre deux types d'engagement qui sont évidemment liés mais qui sont différents. On a le trading de manière globale. Donc je pense au marché du matin au soir, j'en rêve la nuit. Quand je fais autre chose, il y a toujours une petite partie de moi qui pense au trading. Et voilà, c'est ma grande passion. Donc ça, c'est sur une échelle de temps qui est large et qui va concerner globalement toute votre vie. Enfin, pas toute votre vie, je ne veux pas dire pas jusqu'à votre mort, mais en tout cas toutes vos journées. Donc si on prend une échelle de temps qui est un petit peu plus rétrécie, même largement, on arrivera à l'engagement sur une position qui, grosso modo, dit voilà, j'y suis, j'y reste, je crois que le marché va faire ceci, va faire cela, donc je m'accroche et j'arrive pas à lâcher ma position. Donc il faut être clair, l'un amène l'autre. Si on pense au trading tout le temps, évidemment, il y a plus de risques de rentrer dans une escalade d'engagement sur une position précise. Ce rapport n'est pas systématique, mais on va dire qu'ils sont quand même intimement liés. Le fait de beaucoup penser au trading augmente l'attente sur une position précise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe toute la journée, toute la semaine, toutes les nuits à se monter le bourrichon, grosso modo. Et au moment où il faut renoncer à une idée de gain, et même au-delà de ça, puisqu'il faut accepter l'idée de la perte, évidemment, ça devient plus compliqué parce que les attentes sont extrêmement fortes. Dans un mécanisme de protection naturelle, c'est un peu comme si on calculait le rendement de nos pensées. Pour diverses raisons, il faut que nos pensées soient productives et qu'elles aient un bon rendement entre le gain de temps, le temps qu'on va y passer, l'énergie que ça nous demande et le gain financier. Donc de façon totalement structurelle, culturelle et sociale, nos pensées, surtout quand elles sont obsessionnelles, doivent être rentables et on a une émotivité qui est forte dans un cas comme celui-là face à la frustration ou évidemment face à l'échec. Quand on a compris ça, on sait que ce n'est pas en fait l'argent qu'on attend de façon rationnelle, mais la justification d'une obsession. Si je pense au trading tout le temps, si c'est ma grande passion et que je fais des mauvaises performances, ça signifie, de manière très inconsciente certes, mais tout de même,
que je suis un incapable, que je suis un nul et que j'y arriverai jamais. Donc dans la chronique de la semaine dernière, je parlais d'espoir. Et je disais que tout le monde a de l'espoir. Voilà. J'expliquais que refuser cette idée, même si on nous dit qu'il ne faut pas espérer, qu'il ne faut pas être en mode espoir, ok, c'est une très très belle idée, hein, ça serait bien pratique si c'était possible. Mais bon, voilà, nous ne sommes pas dans le monde de oui-oui. Bref, et donc plus l'espoir va être important, évidemment, plus on va être profondément engagé dans le trading et dans une position précise, et plus on aura, disons, de prédisposition à développer des comportements addictifs. Donc pour éviter de rentrer en mode espoir sur une position, le trader devra donc faire attention à la hauteur de son engagement, et ceci de façon globale, donc dans sa vie quotidienne. C'est pour ça que ça me semblait nécessaire de commencer cette dynamique de l'engagement en parlant des différentes échelles de temps pour vous parler un langage quotidien. Donc on va voir les raisons de l'engagement. Pourquoi concrètement un opérateur peut avoir un fort engagement sur une échelle de temps élargie, c'est-à-dire y penser presque en permanence et que ça devienne quasi obsessionnel. La première raison que j'évoquais en introduction, c'est le plaisir. J'y pense tout le temps parce que j'adore ça. Dans le modèle du neurocognitivisme, on fait la distinction des facettes de personnalité. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore passé le test, il y a un test sur la page d'accueil du site Neurotrading qui vous permet, bon c'est un test gratuit qui est fait maison, donc il reste quand même assez sommaire, mais qui vous permet de tester vos facettes préférentielles de personnalité. Évidemment, pour avoir un descriptif plus détaillé de vos différents leviers personnels, il faut faire un test plus poussé et c'est justement l'objet des rendez-vous que je fais en profilage que vous pouvez retrouver dans la rubrique Formez-vous du test Neurotrading. La page pub est terminée. Oui, donc première famille, le plaisir. Et dans cette famille du plaisir au niveau des comportements obsessionnels, on va trouver donc chez le novateur le goût de la complexité. Dans la population, je digresse un petit peu, mais c'est intéressant pour vous, je pense, de le savoir, pour vous qui avez statistiquement un petit peu plus d'une chance sur deux d'être novateur. Donc dans la population générale, on estime à environ 12% le nombre de personnes ayant une facette prononcée de novateur. Et alors là, sur 4000 personnes qui ont passé le test de Neurotrading, j'en ai, je ne sais plus exactement, entre 55 et 60% qui ont cette facette. Vous allez vite comprendre pourquoi il y a cette différence énorme. C'est parce que le novateur a un goût prononcé, mais vraiment prononcé, pour les rapports logiques de cause à effet. Donc c'est une facette de personnalité qui a de vraies qualités d'abstraction, et le trading, évidemment, c'est un domaine d'activité qui répond à beaucoup de ces critères plaisir. Le trading, donc, grosso modo, attire les novateurs comme le miel pourrait attirer les mouches, parce que le trading demande évidemment beaucoup de logique, d'analyse, et qu'il aime ça. Donc, deuxième famille de plaisir, c'est tout ce qui va avoir trait au challenge, au défi. Et alors ici, c'est aux compétiteurs que je m'adresse. Le compétiteur, il aime ce qui est difficile. Donc il adore dépasser ses limites et il valorise profondément l'effort. Et si la complexité intellectuelle du trading attire le novateur, ça va être la complexité humaine, organisationnelle, un petit peu ce goût du combat qui va attirer le compétiteur. Et donc dernière famille de plaisir qui peut mener à l'obsession, ici je vais parler plus aux facettes d'animateurs, les animateurs qui ont un goût pour la liberté et la curiosité. Donc un animateur, quelqu'un qui a une facette d'animateur, aura un grand goût pour l'innovation et pour la nouveauté. Et généralement c'est quelqu'un qui est profondément indépendant. Donc il va trouver du plaisir dans la diversité des choix possibles. Tout ça, ça l'amuse en fait. Bon, alors l'animateur, c'est vrai qu'en trading, c'est une facette de personnalité qui est assez ambivalente dans son plaisir. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc je vais éviter de m'éparpiller. Donc voilà grosso modo les trois grandes familles de plaisir qui peuvent conduire à un engagement excessif.
Donc lorsque l'engagement n'est créé que par le plaisir, on arrive assez facilement à s'en détacher parce que vous pouvez trouver ailleurs le moyen de remplir ce plaisir déjà, et ensuite parce que quand il y a un engagement trop fort, j'expliquais en intro, il y a de l'angoisse, du coup il y a moins de plaisir, ce qui va naturellement diminuer l'engagement en trading. Bon, par contre, c'est très rare qu'un trader ne trade que pour le plaisir. Généralement, il trade aussi pour, suspense, le pognon, et oui, le besoin d'argent. Alors, je le répéterai jamais assez, pour bien gérer votre mental en trading, vous le devez, et d'ailleurs je vais le dire une troisième fois, vous le devez vraiment, vous détacher du résultat immédiat. Et ça, je le sais très bien, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai totalement conscience. Le rapport que vous entretenez avec l'argent est immédiatement lié à votre engagement. Donc on va dire, grosso modo, une fois de plus, comme j'aime bien mettre des mots sur les choses et trouver des explications, quitte à ce que ce soit réducteur, mais bon bref, c'est un autre débat. On va dire qu'il y a deux ordres de besoins d'argent. Le premier, c'est que vous avez concrètement besoin de bonnes performances pour mettre à manger sur la table. Et alors là, évidemment, ça va ajouter un facteur stress énorme qui complique nettement votre travail. Le deuxième, c'est que vous avez besoin d'avoir raison pour gérer votre angoisse et pour remplir vos attentes de sécurité. Et ça, je l'abordais dans le webinaire de la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dessus. Et ça, évidemment, ça va être un levier qui va vous rendre particulièrement vulnérable. D'ailleurs, entre parenthèses, généralement, les facettes de personnalité du gestionnaire seront particulièrement réactifs par rapport à ce besoin. Donc quoi qu'il en soit, pour le sujet qui nous occupe, l'attente de résultats va être un levier puissant d'engagement. Puissant et anxiogène, évidemment. Parce que quoi que nous fassions, et dans n'importe quel métier, la motivation du résultat engendre toujours plus ou moins de stress. Que ce soit dans la conquête amoureuse, que ce soit pour un commercial qui doit faire son chiffre, que ce soit pour Jennifer qui veut avoir tout plein de likes sur son mur Instagram, l'attente que vous avez sur un résultat est toujours associée à de l'angoisse. Et en trading, c'est encore plus sensible parce que votre attitude immédiate, aussi bonne soit-elle, que vous fassiez un travail aussi sérieux possible, c'est pas garant d'un bon résultat immédiat. L'engagement, du coup, va se renforcer de lui-même. J'ai un besoin, argent ou autre, j'établis des stratégies de comportement, d'action pour répondre à mon besoin, mais ça ne marche pas, en tout cas pas dans l'immédiat, puisque j'ai pas le résultat que j'attends ici et maintenant. Je vais donc m'engager encore plus dans le travail en espérant que ça porte ses fruits. Ce qu'il faut bien comprendre à ce moment-là, c'est que si vous n'obtenez pas satisfaction, ce n'est pas forcément parce que vous n'êtes pas assez investi. Ça peut être pour ça, mais ça peut être aussi parce que la configuration de marché n'est pas propice à votre stratégie, tout simplement, ou ça peut être aussi parce que vous êtes mal investi, et on va en parler. Donc être mal investi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors soit l'investissement est excessif, soit il n'est pas cohérent. Être trop engagé, on l'a déjà vu, vous implique fortement dans une position et d'ailleurs vous empêche même de la clôturer, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Être mal engagé, ça veut dire concrètement que votre mode opératoire ne correspond pas à votre personnalité, à vos impératifs ou à vos freins pratiques et à la configuration de marché. Donc grosso modo, vos ressources ne correspondent pas à vos attentes et en fait ça ne matche pas, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc instinctivement, à ce moment-là, le trader va avoir du mal, évidemment, à prendre du recul, à faire une pause et à remettre les choses à plat. Au contraire, parce que comme il a besoin d'argent ou d'une illusion de sécurité, il va continuer à s'engager de plus en plus, quasiment jusqu'à épuisement, et la force même de son engagement lui retire encore plus de chances de réussir.
Chances d'ailleurs qui, entre parenthèses, sont déjà faibles à la base. Donc il est dans un cercle vicieux, le fameux ruban de Mobius dont je vous parlais il y a 5 minutes, et il devra tôt ou tard choisir de rompre avec cette attitude, et généralement ça se fait dans la douleur. Donc suivez bien mon raisonnement, pour résumer. J'ai besoin d'argent, de me sentir en sécurité ou de prouver ma valeur. J'ai des résultats qui sont décevants et je ne sais pas comment je peux en obtenir de meilleurs, donc je vais travailler sans relâche en pensant sincèrement, vraiment honnêtement que seule la quantité de travail va finir par payer, et donc je m'épuise évidemment, émotionnellement, intellectuellement, enfin bref, et je gère plus rien. Du coup, j'ai évidemment des trades qui sont mal gérés, comme tout le reste d'ailleurs. Il n'y a pas simplement... pour quelqu'un qui fait du trading, et en traitant de cette dynamique de l'engagement, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il n'y a pas que le trading dans la vie. Il y a aussi des gens, il y a aussi tout plein de choses qui font une vie, bref. Donc la fin de ce process, elle est assez simple. Le trader, concrètement, il est lessivé. Donc soit il abandonne, purement et simplement, en se disant qu'on ne l'y reprendra plus, et généralement, je sais d'expérience que ces résolutions sont de courte durée, soit il va rentrer dans un réflexe d'inhibition, c'est-à-dire qu'il va être tout simplement tétanisé devant ses écrans, et quoi qu'il en soit, à ce moment-là, prendre du recul et tout remettre à plat, c'est assez compliqué. Et donc, un engagement excessif trouve aussi sa cause. Enfin, j'ai dit donc alors qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet entre ma phrase précédente et celle-ci. Bon, bref. C'est l'estime de soi. Donc, troisième cause d'un engagement excessif, l'estime de soi. En façade, le trader va évidemment trouver toutes les bonnes raisons possibles et imaginables pour penser au trading en permanence. S'il mange trading, s'il dort trading, s'il se lave trading, c'est parce que ça l'intéresse, c'est parce qu'il est motivé, c'est parce que c'est un battant, un original. Et c'est pas du tout de l'obsession, non, oh là là, non, ne prenez pas, non, bien sûr que c'est pas de l'obsession, c'est juste de la détermination sans faille. Et j'ai de quoi être fier de cette détermination. Alors, je vous taquine, cet engagement qui est très fort, qui est trop fort, évidemment, le trader, à ce moment-là, tombe là-dedans, c'est probablement pour répondre à une angoisse. Et la majeure partie des angoisses profondes et inconscientes qu'ont les hommes modernes sont liées à la valeur humaine. Donc, les personnes les plus touchées par ce phénomène seront celles qui auront un instinct grégaire fort, que ce soit d'ailleurs dans la dominance ou dans la soumission, peu importe. Plus un individu va être proche de la neutralité, moins il va être sensible à cette dérive. Et par texture, c'est très difficile de s'auto-évaluer à ce sujet, parce que je le répète, c'est très peu conscient, premièrement, et ensuite parce que généralement, on n'aime pas trop ce qu'on y trouve. C'est tellement archaïque que sans regard extérieur, c'est assez difficile d'identifier quand un problème d'engagement vient de l'estime de soi. Disons que, voilà, pour faire court, il faudra savoir se poser de bonnes questions et accepter des réponses qui généralement ne font pas plaisir, ce qui fait déjà 2 gros filtres à la prise d'information. La personne qui aura une juste estime de soi, c'est-à-dire ni trop haute ni trop basse, n'aura pas trop de difficultés à soulever ces questions, alors même qu'elle n'en a pas besoin. Alors que celui qui a un fort décalage va vraiment tenter d'éviter de se poser ces questions-là, justement parce qu'il en a besoin et parce que ça soulève beaucoup de choses qui sont assez désagréables. Donc pourquoi un engagement fort est préjudiciable? Donc un engagement trop fort va avoir des conséquences à plusieurs niveaux. Alors là c'est étrange, du coup, excusez-moi, je coupe complètement. Je viens de jeter un coup d'œil sur le chat. Alors soit vous êtes complètement apathique en ce vendredi 13 novembre 16h24, soit vous m'entendez pas et je suis en train de faire un réel monologue du coup parce que vous n'êtes pas là. Vous pouvez me faire un retour sur le son, vous êtes là ou je vous ai complètement perdu. Voilà, merci.
Donc comme il y a un décalage entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez, je continue. Donc pourquoi un engagement trop fort est préjudiciable? En fait, il va y avoir des impacts à différents niveaux. Le premier, évidemment, c'est sur votre trading, donc avec une réelle incapacité à couper les pertes et donc à gagner de l'argent. On me répond qu'il y a des problèmes de son dans le chat, du coup. Je vais m'arrêter 2 secondes. Est-ce que vous pouvez, allez-y, répondez tous en masse. Est-ce que vous m'entendez bien? Do you copy? Oui, vous êtes là, c'est magnifique. Ah oui, c'est bon, voilà, d'accord, ok. Ah oui, quand je dis en masse, vous répondez en masse, quoi. C'est bien ça. C'est pratique, je peux vous demander plein d'autres trucs, alors je vais réfléchir. Bref, non, on va parler de trucs un peu moins marrants. Incapacité à couper les pertes et à gagner de l'argent. Ça, c'est pas une super bonne nouvelle. Sur votre gestion, pour faire court, c'est très difficile de couper une perte. Et si vous êtes largement engagé, et donc évidemment c'est difficile de gagner de l'argent. La raison évidemment elle est simple comme une addition, j'ai envie de dire, et une soustraction, hein, c'est pour ça que je marque mauvais calcul sur le slide. Vous coupez vos gains plus vite que vos pertes. Donc à moins que vous ayez un taux de profitabilité de 95%, ce que je n'ai jamais vu, vous êtes forcément perdant. C'est juste mathématique, quoi. Donc vous aurez plus facilement du coup tendance à rentrer dans des réflexes de lutte, à augmenter vos positions par exemple, ou globalement à être agressif avec le marché. Vous avez évidemment toutes les difficultés du monde dans un cadre comme ça à respecter votre système de travail, à être patient, à être discipliné. Et bien que vous soyez agressif, votre trading est fébrile et vos choix sont absolument pas clairs et généralement, assez vacillants. Bref, vous êtes ultra vulnérable et ça finit toujours par des pertes financières qui est généralement associée à une humeur de chien. Voilà, donc on ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'on sait tous concrètement les dégâts que ça fait sur un compte de trading quand on ne sait pas couper ses pertes et quand on laisse courir ses pertes et qu'on ne sait pas laisser courir les gains. Voilà. Ok. Deuxième impact, c'est la perte de connexion avec votre entourage. Vous vous renfermez sur vous-même, quoi. Vous pensez au trading en permanence, vous avez peur, et toutes les conversations que peut avoir votre entourage sont absolument sans intérêt. Pour vous, c'est totalement fade. Alors évidemment, vous êtes poli, puis il y a quand même des gens que vous aimez, donc vous tentez de faire bonne figure. Mais au moment où il y a votre petite dernière qui vous parle de la maîtresse qui a puni Lucas parce qu'il avait frappé Ludivine dans la cour de récré, évidemment vous dites oui, ah d'accord, mais vous n'êtes pas vraiment là. Donc vous participez aux conversations en pilote automatique. Vous êtes distant, vous êtes absent, vous êtes dans vos pensées et concrètement vous perdez la connexion avec votre entourage et avec votre vie quotidienne. Et ça pour une raison extrêmement simple, c'est que la seule chose qui vous occupe, c'est le mouvement qui vous a déchiré il y a 2 heures. Vous ne comprenez pas le pourquoi le marché a fait ça, et à la limite, la question, elle tourne toujours en boucle. Et là, il faut prendre conscience sur quelqu'un qui est sur un niveau comme ça d'engagement dans le trading qui est trop fort de manière générale, c'est que le dernier discours de Yellen ou le NFP là, de vendredi dernier a beaucoup plus d'importance que la journée de travail de votre femme ou celle de vos enfants. Parce que vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est la marche du monde avec un grand M et surtout la marche de votre marché avec un M quasiment déifié. Alors, la perte de connexion avec l'entourage, elle est hyper problématique parce que ça va être une fois de plus un cercle vicieux qui va alimenter votre engagement. Le fait de ne pas avoir cette envie de revenir dans la réalité quotidienne va vous empêcher
de sortir de cette obsession et vous empêcher aussi, par effet domino, de bien gérer vos trades. Donc une autre sphère où l'obsession du trading peut avoir des vraies conséquences, c'est sur votre vie professionnelle. Peut-être vous avez un métier et le trading, c'est qu'un à côté. Alors après, quand je dis le trading est un à côté, dans le cas de quelqu'un qui est trop engagé, c'est un à côté qui prend quand même beaucoup, mais alors beaucoup de place. Au travail, vous regardez vos graphes dès que vous avez 5 minutes, et parfois vous rentrez même en position, et quand vous avez une position ouverte alors que vous êtes censé faire autre chose, gagner votre vie par exemple, et là vous pensez qu'à ça. Si vous êtes en réunion, si vous êtes avec un client, que vous travaillez sur un dossier, vous n'êtes absolument pas concentré, puisque de toute façon, votre métier vous ennuie. Tout ce que vous voudriez, c'est être ailleurs, devant votre station. Et d'ailleurs, vous aimeriez pouvoir y rester, si c'était possible, 18 heures par jour. À ce sujet, je voudrais prendre un petit peu la question dans l'autre sens. Et dites-vous bien une chose, c'est que si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est votre job, celui qui vous ennuie tellement à l'heure actuelle, qui est probablement la seule chose qui vous permet de garder un tant soit peu le contrôle sur vos pulsions en trading. La seule chose qui régule votre engagement, et d'ailleurs, entre parenthèses, si vous continuez comme ça, bah vous risquez de le perdre. du coup, faut faire attention. Bref. Donc, toute cette dynamique d'engagement, que ce soit dans ses causes ou dans ses conséquences, va en fait fonctionner comme un cercle vicieux. Et un être humain a fondamentalement besoin d'équilibre. Alors évidemment, cet équilibre est différent pour chacun, mais un engagement démesuré, c'est forcément une source de déséquilibre et ça engendre beaucoup d'angoisse et de frustration. On a déjà vu qu'en dehors de la motivation plaisir, qui est rarement seule, un engagement fort est toujours associé à de la peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre, etc. Des peurs, il y en a tout un panel. Et globalement, la frustration naît de la différence entre l'investissement personnel et le résultat, qui est par essence, surtout dans notre profession, complètement incertain. Quand vous êtes trop engagé, vous mettez une telle énergie dans votre trading que vous attendez le résultat de pied ferme, ce qui est rarement le cas, comme on l'a déjà vu. Donc le cercle vicieux, c'est quoi ? C'est espoir, que je traitais la semaine dernière, doute, que j'ai déjà traité d'ailleurs il y a quelques semaines et que vous pouvez retrouver sur les chaînes YouTube de DailyFX et la mienne. Donc l'espoir qui engendre du doute, qui amène de la peur, qui elle-même vous pousse vers une escalade d'engagement, qui crée de la frustration, qui crée plus de doute, qui crée plus de peur, qui crée plus d'engagement, etc., etc., etc. Donc ce cercle vicieux, c'est une des bases principales du comportement addictif et j'y reviendrai sur la question la semaine prochaine. Du coup, comment avoir un engagement mesuré? Parce que là, j'ai bien conscience que je vous ai peut-être un petit peu plombé le moral juste avant de partir en week-end, et donc je vais tenter quand même de finir sur une note positive en vous apportant des pistes de solutions pour que vous puissiez être autonome là-dessus et avancer sur cette question. Donc si vous avez tendance à vous reconnaître dans le processus que j'ai décrit, pour en sortir, il va y avoir plusieurs étapes. La première, c'est de l'accepter. C'est ce que je tente de faire. C'est pour ça d'ailleurs que quand je vous parle de votre entourage, de votre travail, je prends des exemples de la vie quotidienne parce que c'est plus parlant et que peut-être certains d'entre vous s'y reconnaîtront un petit peu. Donc la première étape, c'est de reconnaître l'engagement et il faut l'accepter. Accepter que vous soyez obsédé par le trading. Et donc il y a des marqueurs à l'obsession. Et il y a un marqueur qui est assez simple, c'est que si vous y pensez tout le temps, si vous avez un rapport fort émotionnel sur le sujet, cherchez pas, vous êtes concerné. Voilà. Donc pour en sortir, vous devez comprendre votre mécanisme personnel. Si le trading vous obsède, est-ce que c'est par plaisir?
Est-ce que c'est par mécanisme compensatoire? Est-ce que c'est par besoin d'estime? Est-ce que c'est par besoin d'argent? En fait, vous devez détecter la portée positive de cet engagement. Et quand je parle de détecter une portée positive, comprenez bien que je ne suis pas en train de dire que l'engagement c'est bien. J'attire juste votre attention sur le fait que si vous avez ce comportement, c'est parce qu'il vous apporte quelque chose. Quand bien même, il vous en retire plus au bout du compte que ce qu'il vous apporte. Et donc, un très bon exercice pour ça, je sais que j'ai fait un chapitre là-dessus dans le livre que j'ai publié. Je crois qu'il y a un article là-dessus sur mon site, mais je ne suis plus tout à fait sûre. Bon bref, un bon exercice pour ça, c'est le dialogue interne. Donc qui est de faire dialoguer différentes parties de soi pour résoudre une problématique et pour comprendre la portée positive d'un comportement qui peut vous être préjudiciable de manière générale. Donc prendre conscience de la portée positive de ce comportement vous permettra en fait de remplir votre besoin différemment et d'avoir du coup un comportement plus rationnel et plus modéré sur votre trading. Ensuite, vous devrez poser des limites claires, écrites, pour reprendre le contrôle sur vos élans émotionnels. Donc ça passe par exemple par l'établissement d'une checklist. Et ça je suis sûre parce que je l'ai fait il y a quelques jours ou quelques semaines. Il y a un article sur Neurotrading qui s'intitule, je crois, votre checklist de trading, qui donne un exemple, alors ça n'est qu'un exemple, mais un exemple de Canva dont vous pouvez vous inspirer pour créer votre propre checklist. Donc ça va vous permettre d'avoir une approche plus responsable et plus détachée émotionnellement et du coup, par voie de conséquence, ici dans un cercle vertueux, moins obsessionnel. Donc les limites d'engagement vont devoir concerner principalement le temps que vous octroyez au trading, le temps où vous opérez. Donc vous choisissez d'opérer de telle heure à telle heure par exemple. Et en dehors de ces plages, vous considérez que vous n'avez rien à y faire. Ça concerne aussi des limites d'exposition et des limites de perte, donc plus globalement des règles de money management qui vont être claires et qui vont être conformes d'une part à votre personnalité et votre stratégie et à ce que vous êtes concrètement prêt à perdre, donc avec des aspects qui sont plus pratiques. Si vous êtes déjà fortement engagé depuis un certain temps en trading et que vous voulez prendre de la distance, vous devrez réapprendre à trouver du plaisir ailleurs, notamment par le biais de plaisirs simples. Et pour ça, bon, évidemment, chaque cas est unique parce que on n'a pas tous les mêmes goûts, hein. Donc je ne vais pas rentrer dans une liste interminable de plaisirs possibles, mais vous devez globalement vous reconnecter à celui que vous étiez avant de commencer le trading pour retrouver des joies simples qui n'ont rien à voir avec les marchés financiers. Ça passe souvent d'ailleurs, cette quête de plaisir, par des relations que vous pouvez entretenir avec des amis, avec votre entourage. Voilà. Donc faire attention par exemple aux gens qu'on aime et faire attention à eux sincèrement et tenter sincèrement de vous intéresser à ce qu'ils vivent et d'être curieux à d'autres choses. Donc pour conclure, voilà, je dirais que sur ce mois de novembre, j'aborde un sujet qui est un petit peu sombre, hein, ça va peut-être avec la saison, je m'en rends compte. Voilà, je pense que dans notre métier, on a besoin de quelqu'un qui se charge du sale boulot un petit peu. Le sale boulot entre guillemets, évidemment, parce que c'est une thématique, je pense que vous l'aurez compris, qui me passionne tout simplement. Et alors, hier, j'étais donc avec un client en coaching, et à la fin de l'entretien, on parlait de mon approche, et il me disait que ce qui est vraiment bien, c'est que je commence par le point de départ, donc l'identité de la personne au sens large, et pas par le point d'arrivée, à savoir ce qu'il faut être dans l'idéal. Et donc, je vous dis ça parce que le trading, c'est bien plus que des graphiques, des indicateurs ou des pourcentages de performance. C'est aussi tout ce qu'on va chercher à planquer sous le tapis comme démons ou autres joyeusetés de la nature humaine. Donc certaines réponses, évidemment, sont opérationnelles, stratégiques, économiques et informatiques. Je ne le nie absolument pas, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certains
certaines chroniques où je suis beaucoup plus sur l'opérationnel et l'informatique, puisque le tout humain, le tout psychologie ne fonctionne pas. Pour avoir un engagement qui soit mesuré, qui soit porteur, qui soit pragmatique, pour avoir un espoir qui soit conscient et qui soit raisonnable, il faut avoir des compétences qui sont intellectuelles et qui sont techniques. Je nie absolument pas ça. Par contre, j'ai la sensation, et même plus la certitude, sachant que des certitudes, j'en ai pas beaucoup, globalement, que votre personnalité et votre nature humaine doit absolument être en concordance avec les outils intellectuels, informatiques et opérationnels que vous allez mettre en place, et d'avoir comme ça une cohérence d'outils entre ce que vous êtes, ce que vous attendez et les exigences d'un marché. C'est des ressources fondamentales pour avoir un engagement mesuré et pour ne pas rentrer dans le cercle vicieux dont je viens de vous parler pendant pas mal de temps. Voilà, je vais maintenant regarder les questions que vous pourriez me poser éventuellement ou que vous m'avez posées pendant que je parlais. Oui, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas trop, qui n'ont pas déjà assisté à une chronique psycho, je ne regarde pas le chat en même temps que je vous fais le déroulé, sinon je suis incapable de garder mon fil conducteur et du coup ça part dans tous les sens. Donc je pense que vous avez tout simplement rien à y gagner à ce que je consulte le chat en temps réel. Donc j'ai resté silencieuse quelques instants pour voir les questions que vous auriez pu me poser. Alors j'ai beaucoup de retours sur le son, j'ai beaucoup de retours sur la qualité de l'exposé, je vous remercie, mais j'ai pas de questions. Est-ce à dire que soit que je vous ai perdu en cours de route, soit que j'ai tout expliqué comme il fallait, parce qu'il nous reste encore quelques minutes. Voilà, donc évidemment, je le dis, je répète, comme il y a un décalage entre le moment où je parle et le moment où vous vous entendez, je vais attendre encore 2 minutes, éventuellement pour répondre à des dernières questions, puisque j'ai fini un petit peu plus tôt que d'habitude et qu'on peut encore profiter un petit peu de la salle. Non, bon, on dirait que ça vient pas. Ah si. Êtes-vous trader également? Alors oui, je suis trader en compte propre. J'ai commencé le trading il y a 8 ans. Donc ça commence un petit peu à remonter. Et au début de mon expérience de trader, je pense que j'ai commis, peut-être pas toutes, mais beaucoup des erreurs dont je vous parle, et où j'ai perdu pas mal d'argent. Et alors bon, moi je suis un petit peu une enfant gâtée du trading, puisque j'ai mon frère, donc Olivier Poiré, qui est trader en compte propre et aussi en gestion de fonds depuis la fin des années 90. Donc ça fait une petite vingtaine d'années, qui concrètement, j'étais totalement sous perfusion au niveau stratégique, qui me fournissait tous les indicateurs, tous les outils informatiques possibles, divers et variés. Et pourtant c'est pas ce qui m'a empêché de perdre beaucoup d'argent et de faire de grosses erreurs. Donc par contre, ce qui m'a du coup beaucoup aidé, c'est de rapidement devoir me rendre à l'évidence que c'était pas un problème de stratégie, mes pertes, mais que ça venait réellement de moi, de ma manière de gérer, de ma manière de voir simplement le monde. Et du coup, comme je ne trouvais pas de réponse, justement les réponses que je tente de vous apporter aujourd'hui de la part d'un professionnel du trading par rapport à ces leviers comportementaux, j'ai commencé un cursus de formation sur différentes techniques de développement personnel et de psychologie appliquée, puisque concrètement c'est une passion que j'ai depuis longtemps, et donc j'ai veillé à les appliquer aux traders. Voilà. J'ai fait une réponse un petit peu plus longue que est-ce que vous êtes trader vous-même, mais voilà, comme ça explique brièvement mon parcours.
Alors j'ai une question qui est intéressante. Selon toi, comment notre conjoint pourrait participer à limiter notre engagement ou nous accompagner? As-tu des statistiques à ce sujet? C'est marrant. Alors, en l'occurrence, c'est un commentaire anonyme, c'est donc un commentaire de visiteur. Alors, visiteur, les statistiques au sujet de la limite, de l'impact de la limite d'engagement du conjoint en trading, non, je ne pense pas qu'il y a eu une étude Sofres ou une statistique qui a été publiée là-dessus. Non, je vous taquine. Je rigole. Par contre, la première partie de question, elle est intéressante. Oui, évidemment que le conjoint peut être une limite à l'engagement. De là à ce que le conjoint puisse être un accompagnateur, là par contre, je mets justement une limite, parce que je pense que le conjoint peut avoir son utilité dans cette limite d'engagement au trading par rapport à l'attention sincère qu'on lui porte. Par rapport à la bienveillance qu'on a envers lui et l'envie de partager des choses avec lui ou avec elle, plus que par rapport aux règles qu'il pourrait imposer à votre trading. Je pense que, à moins que le conjoint soit aussi passionné par les marchés financiers, dans ce cas-là, évidemment, c'est un cas particulier et c'est une autre question, mais il ne faut pas lui donner un rôle qu'il n'a pas, enfin en tout cas qu'il n'est pas censé avoir. Voilà, un conjoint, il est là pour partager un projet de vie, et je veux dire, et la vie quotidienne en général, il n'est pas là pour vous protéger de vous-même. Enfin, c'est une autre question qui mériterait un large débat et qui n'a pas forcément sa place ce soir. En tout cas, j'espère avoir répondu à votre question, visiteur. Cela vous arrive-t-il d'intervenir sur la stratégie en fonction de la personnalité, me demande Jonathan. Oui, oui, évidemment, c'est d'ailleurs le cœur de mon travail en coaching. Hein. Je ne fais pas de coaching de développement personnel. Je travaille donc avec un profilage. Vous pourrez trouver donc la page de profilage sur Neurotrading dans la rubrique Formez-vous. Profilage, voilà, je vous ai donné le chemin d'accès. Et donc un profilage, ça permet de faire donc la cartographie de l'individu à différentes échelles de conscience, à différents niveaux de conscience, et ensuite par mon analyse et mon expérience, je mets en face ces informations, donc des informations qui sont sur votre personnalité, votre identité, en face d'un système de trading. Donc soit un système de trading qui existe déjà et qui est qu'on peut un petit peu modifier pour qu'il colle vraiment bien à votre personnalité, soit quelqu'un qui n'a pas de système de trading pour l'aider à construire quelque chose qui soit cohérent avec ses leviers personnels. Voilà, donc là je vous le fais très résumé, hein, évidemment, mais pour répondre à Jonathan, donc oui, en coaching, c'est d'ailleurs le but de mon travail, c'est d'aider la personne à construire un trading en concordance avec sa personnalité. Alors on dit, vous parlez du plaisir, ne pas confondre avec la drogue, malheureusement le trading a mauvaise réputation. Oui, bah alors ça pour le coup, ce sera abordé dans la chronique de la semaine prochaine, où on va parler donc de l'engagement excessif, et j'ai envie de dire le bout du chemin, qui est l'addiction au trading, qui est absolument pas une vue de l'esprit. Hein. Voilà, l'addiction au trading existe, tout comme d'autres addictions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'en parlerai la semaine prochaine. Je lis, il y a d'autres questions. Alors, je ne parviens pas à me contrôler plus de quelques jours. Quand j'applique mes règles, tout roule. Comment rester constant? Et surtout, comment expliquer le fait que je sais que je vais me planquer si je ne reste pas derrière mes règles? Alors, la dernière question, je suis pas sûre de comprendre. Par contre, je comprends la portée de la question de manière globale, qui est comment rester constant et comment respecter les règles. Ça, c'est un... voyons, il est 16h50. Je suis censée rester avec vous jusqu'à 17h maximum.
quand je fais le calcul, alors j'ai écrit un bouquin là-dessus, je viens de faire, je crois que c'est la 6e chronique, donc je viens déjà passer 6 heures à peu près, globalement, de toute façon, le travail psychologique, que ce soit sur l'espoir, sur le doute, sur la confiance en soi, la confiance dans le système, l'engagement, tout ça n'a qu'une visée, c'est rester constant. Donc Sylvain, c'est une excellente question que vous m'avez posée, mais elle est tellement bonne que je ne peux pas y répondre en 3 minutes, quoi. C'est pas possible. Donc je suis désolée, je botte en touche. Voilà. Bon bah écoutez, je vais finir là-dessus. Je finis donc sur un échec avoué de ne pas pouvoir répondre, enfin de ne pas avoir le temps concrètement de répondre à cette question qui est tellement vaste. Par contre, c'est vrai que c'est une bonne idée. Je peux tenter, peut-être du coup sur la première chronique du mois de décembre, de tenter de faire un ultra résumé sur cette question, comment rester constant. Mais du coup, pour ne prendre qu'une chronique de 45 minutes environ, eh bien, ce sera vraiment du résumé de chez résumé. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Je vous donne rendez-vous sur neuro-trading.fr. La semaine prochaine, il n'y aura pas de chronique puisque c'est la journée complète de formation en ligne de DéliéFix. Et donc, je vous donne rendez-vous pour le premier vendredi de décembre pour un nouveau thème que je n'ai pas encore choisi. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager sur le forum de DéliéFix, puisqu'il y a une file de discussion qui est dédiée à cette chronique psycho. À bientôt!